Donc désolé de pas être parmi vous. C'est des sujets importants. Le portage sur GPU quand on fait comme nous de la mécanique des fluides haute performance. Et bon, ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet et ça reste bien difficile. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, Oui. merci. D'accord, pardon. Donc voilà, c'est un travail qu'on fait dans une communauté assez large où tout le monde travaille donc sur la mécanique des fluides multiphysique et adaptative. Juste pour illustrer les différents domaines d'activité que l'on traite aujourd'hui avec ce type d'outils, donc ça va de la combustion gazeuse ou diphasique aux énergies renouvelables, les réservoirs de fusée où on regarde le ballottement des ergols, un peu de biomécanique, des transferts thermiques dans des échangeurs de chaleur, etc. Donc ça balaye assez large. Le point commun de toutes ces applications, c'est qu'en général, on a des gammes d'échelles qui sont vraiment très très larges. Dès qu'on traite des écoulements turbulents, on va avoir forcément des très très grandes échelles quelque part, hein, qui sont génératrices de grands tourbillons et des tout petits tourbillons, parce qu'on a un phénomène qui s'appelle la cascade de Kolmogorov, qui fait que les gros tourbillons deviennent des plus petits au cours de leur vie. Donc on essaye de modéliser tous ces écoulements-là avec le plus de fidélité possible. Et on fait ça dans une assez large communauté, à la fois académique et industrielle. On est assez proche des applications. Donc là, vous avez un certain nombre de logos. Les plus gros partenaires du point de vue académique sont les gens d'IMAG à Montpellier pour la biomécanique, le Légy à Grenoble pour les turbines hydroélectriques, hein, les gens de M2C pour la combustion à Paris-Saclay. Et côté industriel, on est plutôt avec Safran, Ariane Group, donc l'aéronautique et le spatial. Et pour les énergies renouvelables, c'est GE et Siemens Gamesa aujourd'hui. Donc on a formé au cours du temps plus de 600 personnes à l'utilisation de cette plateforme et surtout on la co-développe. On a créé une forge logicielle dédiée pour le développement de cet outil et tout le monde en fait peut contribuer. Donc là, vous avez quelques photos du réseau, hein, et typiquement, chaque début d'année, on s'enferme pendant 15 jours en Normandie. En janvier dernier, on était 70 et voilà, 80% de ces gens-là développaient directement dans la plateforme. Donc ça veut dire qu'on a une base de code qui est assez large. On a quasiment 1 million de lignes de code. Comme le code a démarré il y a longtemps, on avait démarré en fait en Fortran orienté objet. Bon, peut-être que c'était pas la meilleure des idées qu'on ait eues, mais disons qu'aujourd'hui on a 1 million de lignes de code en Fortran et pour l'instant on n'a pas envie de les traduire dans un autre langage, ce qui va nous poser des problèmes dont on va discuter. Et la plateforme se présente comme une forme de Lego, hein. Les gens travaillent en fait sur des modules qui vont traiter différents aspects, des modèles, des algorithmes. On fait de la résolution de gros gros systèmes linéaires. Dans certaines des simulations que je vous montrais avant, on peut avoir 2 milliards de cellules sur une grille adaptative, hein. Et ça, il faut inverser des systèmes 3 milliards par 3 milliards sur 10 000, 20 000 cœurs. Donc on était obligé de développer nos propres solveurs linéaires et aussi tout le parallélisme qui va avec. Donc sur ce Lego de briques, on va construire ce qu'on appelle des solvers qui nous permettent d'attaquer différentes physiques. Donc on fait bien entendu de la mécanique des fluides, soit densité constante, densité variable, ou alors avec des interfaces. Mais on peut rajouter des grains dans l'écoulement pour aller faire des écoulements fluidisés. On peut faire de la thermique du solide, des interactions fluide-structure, donc pas mal de choses différentes. Ça, je vais vous le passer, c'est pas la peine. Juste pour vous montrer, voilà, une des particularités de la plateforme, j'en parlais au début, c'est le fait que les grilles soient adaptatives. Et alors ça, du point de vue supercalcul, bah, c'est assez embêtant parce que ça veut dire qu'il faut reconstruire les structures de données très régulièrement. On peut faire sans pas de temps fluide et on va modifier en fait la grille.
Sauf que nous, ça nous permet de gagner énormément de temps sur la résolution, là, par exemple, d'une flamme, où les réactions chimiques n'apparaissent que au niveau du front de flamme. Donc c'est là où il faut mettre des cellules, c'est là où c'est important. Donc on utilise ça aussi pour les écoulements diphasiques. Donc là, vous avez un injecteur d'un moteur aéronautique, hein. Je pourrais pas vous dire le nom de ce moteur-là, mais c'est un véritable injecteur. Et on regarde comment le kérosène s'atomise en sortie de cet injecteur-là, quoi. Et on utilise l'adaptation partout, hein. Quand on regarde aujourd'hui des interactions fluide-structure, donc plutôt pour l'éolien ou pour l'hydrolien, même chose. On utilise l'adaptation de maillage pour être capable de garantir la qualité du maillage. Donc voilà, ça met des contraintes assez fortes. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'on a dû faire pour déjà avoir des perfos côté CPU et comment on a organisé le portage sur GPU. Et je vous ferai un statut là, sur la partie GPU. Donc sur les performances de ce type en fait de code en mécanique des fluides numériques, le gros problème que l'on a, c'est que nos opérateurs en fait sont très légers. Quand on fait une divergence, un gradient, finalement on a besoin de pas grand-chose au niveau CPU. Ce qui fait que les méthodes non structurées, volume fini, élément fini qu'on utilise classiquement, elles sont très basses en intensité arithmétique. Donc le nombre de flops par byte est vraiment très faible. Donc on va être forcément memory bound, ce qui veut dire qu'il faut qu'on travaille énormément les accès aux données. Et pour travailler les accès aux données, bah, il faut créer de la localité, donc ça veut dire des hiérarchies de structures de données. Les gens qui font de la mécanique des flux numériques aujourd'hui font généralement un partitionnement assez simple de leurs problèmes. Ils prennent un maillage, ils le divisent par proc, et puis voilà. C'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de codes commerciaux, assez classiquement, les ANSYS Fluent, les Star CCM+, etc., ou OpenFOAM, ou d'autres logiciels open source. On a en général qu'un seul niveau de décomposition. Donc, quand on a des gros blocs, ben les accès mémoire sont pas très locaux et généralement ça se passe pas très bien au niveau de la mémoire cache. On a des cache misses, donc il faut améliorer ça. Donc dans la plateforme YELS 2, on a travaillé sur une hiérarchie de structures de données où on est capable d'introduire donc soit en full MPI des groupes de cellules. Ça permet comme ça d'améliorer grandement la localité. On va travailler en fait sur des données qui sont à l'intérieur d'un petit groupe de cellules, typiquement de taille 2000 quand on est sur CPU. Et puis avec les années, on a commencé à introduire de l'hybride OpenMP MPI pour être capable de dire, voilà, sur un thread, on va aussi mettre un bloc de maillage et comme ça, à l'intérieur du bloc de maillage, on aura encore des groupes de cellules. Donc on a fait tout ce travail de hiérarchisation et aujourd'hui, quand on regarde toute la hiérarchie de structures dans le code, ça devient assez compliqué. Donc c'est à la fois une force parce que ça permet de vraiment bien contrôler la granularité de nos opérateurs. Euh, Par contre, c'est aussi une faiblesse parce que en termes de complexité de code, voilà, ça fait beaucoup. Donc là, juste pour résumer sur cette slide, aujourd'hui, on a notre domaine fluide, on le divise en un bloc par rang MPI, puis ensuite un bloc par thread, et à l'intérieur des threads, on fait cette découpe, ce partitionnement explicite en groupes de cellules. Et on a encore en dessous certains niveaux de décomposition, quand on a besoin, par exemple, de faire l'interpolation d'un maillage sur un autre, quand on a besoin de relocaliser des particules lagrangiennes sur le maillage, on va utiliser des niveaux de partitionnement implicites, donc juste un coloriage à l'intérieur de nos groupes de cellules. Donc voilà, ça fait beaucoup. Si on commence à parler un petit peu GPU, forcément la taille des blocs va être importante. On va pas utiliser sur le GPU la même taille de bloc que sur CPU. Donc on a deux possibilités, soit donner un bloc par exemple de thread au GPU, soit faire grossir nos blocs, les blocs que l'on a sur le niveau 3, nos groupes de cellules pour le GPU. C'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui.
mais ça pose des problèmes pour certains algorithmes de localisation, par exemple. Notre hiérarchie est un petit peu modifiée. Donc, aujourd'hui, une boucle typique sur CPU, ça ressemble à ça. Alors, je vais vous montrer un peu de code en Fortran orienté objet. C'est juste pour montrer comment on a réussi à masquer on va dire, toute la synchronisation et tout le découpage à l'utilisateur. Et c'est ce qui fait que même des partenaires industriels arrivent à développer dans le code aujourd'hui. Donc, typiquement, on fait des boucles sur nos groupes de cellules. On va récupérer donc un pointeur, la LGRP ici, qui est simplement la structure de données qui va contenir toute la connectivité. Et ensuite, on est capable de récupérer des petits morceaux de tableau qui sont tous à l'intérieur de notre groupe de cellules. Donc, soit sur des données qui ont été définies au préalable, soit des éléments de connectivité qui sont déjà dans le groupe de cellules. Et ensuite, les gens, les physiciens qui développent des modèles vont juste avoir à modifier la boucle ici. Donc là, on boucle sur des paires de nœuds. On peut boucler sur à peu près tout dans le groupe de cellules. On a à peu près toutes les connectivités. Donc on peut boucler sur les cellules, sur les nœuds, sur les paires de nœuds, sur des sous-paires de nœuds qui seraient qu'à l'intérieur d'un élément, etc., etc. Et comme ça, on peut écrire n'importe quel schéma numérique. On a un nombre de routines ici, update income, update grid data, qui font les synchronisations entre les groupes de cellules et entre les processeurs. Donc voilà, les gens codent avec ça. Donc le gros challenge que l'on a quand on a voulu passer sur un GPU, bah, c'est comment ne pas casser la dynamique. Aujourd'hui, on est à quasiment 10 commits par jour de la communauté hein, sur la forge logicielle. On veut surtout pas casser ça. Donc, on travaille sur un portage en OpenACC, changer complètement de paradigme, passer notamment à du Cocos ou passer à du CUDA ou à autre chose. Bah, c'est compliqué avec la base de code qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers OpenACC. On avait fait un premier portage en CUDA pur, mais il fallait tout interfacer en C. C'était un peu infernal. Donc on a arrêté et on s'est plutôt lancé sur OpenACC. La chose qui nous a, si on fait un petit retour d'expérience sur ce portage, hein, on a grandement bénéficié du fait que dans IELTS 2, on a réencapsulé tous les tableaux Fortran qui sont pas très pratiques de base. C'est-à-dire qu'un réel à 2 dimensions, bah, chez nous, c'est un objet et sur lequel on peut mettre pas mal de paramètres. Et ça nous a permis, comme on a des constructeurs, des destructeurs, on a des méthodes qui permettent d'agrandir les tableaux, ça nous a permis d'introduire directement tous les pragmas OpenACC dans les modules qui gèrent en fait ces tableaux-là. Donc ça a c'était une bonne surprise au début, de pouvoir gérer toute la mémoire. Donc notamment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du full mirroring, la mémoire sur un CPU et sur GPU juste pour les tableaux de données. Elle est complètement mirrorée, ce qui fait qu'on peut travailler soit sur le CPU, soit sur le GPU pour ces données-là. Et donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui une boucle en OpenACC dans le code. Donc en gros, on a gardé notre boucle sur les groupes de cellules. Par contre, on a été obligé d'introduire bah, tout un tas de nouveaux helpers, notamment pour dire ah bah, attention, ici, il va falloir d'abord mettre à jour en fait sur le GPU. Ou alors vérifier que on est bien sur le GPU, que ce tableau-là, il a déjà été copié sur GPU. Donc voilà, là, on est malheureusement obligé d'être un petit peu intrusif. Et ensuite, bah, on a tous les pragmas OpenACC qu'il faut rajouter. Et ça, c'est vraiment la partie qui fait peur parce que bah, je sais pas combien on a de boucles de ce type-là dans le code, mais il y en a, à mon avis, ça dépasse largement le millier. Bah, ça veut dire qu'il faut être capable d'écrire ces pragmas pour toutes les boucles. C'est pas évident non plus à automatiser. Vous voyez qu'il faut introduire des atomiques quand on travaille sur des données qui sont partagées. Donc voilà, c'est pas facile, c'est intrusif. C'est pour l'instant le meilleur moyen qu'on a trouvé en restant sur la même base de code.
Donc, pour vous faire juste un petit résumé du statut aujourd'hui, dans la version 2024-04, donc c'est la dernière en fait sortie, hein. Il y a deux versions qui sortent par an de Yells 2. Pour l'instant, on a un gros solver qui a été porté, qui est le solver de transport de scalaire. On a commencé à travailler sur d'autres solvers, mais c'est toujours en cours parce que on a eu tellement de surprises tout au long du chemin qu'on a été obligé en fait de remodifier les, la gestion des tableaux. On avait un premier portage qui marchait bien en fait en NVIDIA avec soit soit en GeFortran, soit en NV Fortran. Et quand on est arrivé sur Adastra, sur les MI 250 d'AMD, qu'on a commencé à travailler. Alors au début, on avait travaillé, il y avait un solver, un compilateur de Siemens basé sur GFortran qui faisait des choses, mais on a arrêté parce on s'en sortait pas. Et donc là, on est passé sur le compilateur Cray. Au début, on était en CCE 16, maintenant on est en CCE 17. Et là, maintenant, depuis quelques semaines, 2 semaines, on a enfin en CCE 17, on arrive à tourner en multi-GPU avec des résultats corrects. Donc c'était très long. Euh, en gros, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas tant de monde qui fait du Fortran, OpenACC. Donc on avait des comportements différents entre du NV Fortran, du CCE 17. Les compilateurs Cray sont tout neufs, la peinture est même pas encore sèche, ce qui fait que on a trouvé des choses sur par exemple les noyaux qui étaient asynchrones par défaut en Cray, alors que c'était pas le cas en fait en ND Fortran. Des crashs du compilateur dès qu'on donnait des fichiers un petit peu trop gros. Donc on fait remonter un certain nombre de bugs au niveau des développeurs, mais c'est long. Et le temps de compilation, il est aussi gigantesque, parce que on traite en fait toutes les boucles de chaque module, et par rapport à du CPU, ça demande beaucoup de temps. Ça nous a quand même pas découragé, et puis en même temps, on fait grâce à l'aide de nos collègues d'HPE d'HPE et du CINES, on a fait un premier portage aussi de Yells 2 sur du MI 300A, donc de l'APU, donc pour lequel on n'aura plus du tout besoin de gérer les aspects mémoire sur le GPU. On a un premier portage qui est fait là en CPU, hein, qu'on a fait en janvier. Et donc lui, on devrait pouvoir accélérer grandement le portage sur les APU. Il faut juste rajouter les pragmas en fait sur les boucles et plus de mémoire à gérer. Donc voilà, c'était pour faire un petit retour d'expérience. Je pense que je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout ça, Euh, tout ça. Ça, c'est une question, mais un des trucs qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est justement pour des codes Fortran qui sont dans ce même genre de situation, une grosse base de code avec beaucoup de choses existantes et qui veulent aller vers le GPU parce qu'ils ne le sont pas, ou bien qui ont déjà exploré CUDA, puis SQL avec les différents vendeurs, puis éventuellement d'autres choses. C'est la couche d'interopérabilité Fortran Cocos. Donc là, l'idée, c'est de dire, en fait, avec cette couche-là, on est capable d'appeler un noyau Cocos depuis le Fortran, de passer un tableau multidimensionnel Fortran, Cocos le reconnaît, et d'écrire en Cocos le noyau de calcul en gardant la structure Fortran et donc de faire une bascule progressive vers du Cocos. Donc, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de choses. Je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui vous pourrait aussi vous intéresser ou finalement, est-ce que au-delà de l'existant, l'approche directive, c'est quelque chose qui vous plaît plus en termes de modèle de programmation? C'est Julien hein, qui parle. Ouais, Ouais, j'ai reconnu. Mais tu m'avais posé la même question, je pense, quand on s'était vu sur la partie, quand on a discuté AMR dans le cadre de Numpex. Et moi, j'avais regardé ce qui existait sur l'interopérabilité en fait Fortran Cocos. Donc ça paraît effectivement intéressant. Ce qui fait qu'en réaction, ce qu'on a commencé à faire au niveau du code, c'est il y a eu beaucoup de travail récemment sur les parseurs Fortran.
notamment il y a un code Python qui s'appelle le fparser qui commence à être vraiment très complet pour des normes Fortran récentes. Et donc on a commencé en fait à faire un parseur complet en fait du code qui permettrait de faire de l'extraction de code ou de la reformulation de code beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui où il faut aller modifier toutes les boucles en fait à la main. Mhm. Donc, moi, ce que j'imaginerais bien, c'est à terme un outil pour extraire des noyaux et pouvoir les réécrire en fait dans un autre langage. Le Fortran en lui-même, il est pas très compliqué, hein. Donc on se prépare, hein. Je pense qu'il faut qu'on continue à avancer sur le parseur. Pour répondre vraiment à ta question, nous, les pragmas, on n'y est pas forcément attachés, hein. Si on pouvait s'en débarrasser, même, ça serait très bien. Puis avoir les perfos. Ce qui me fait très très peur, moi, dans les pragmas, c'est la formation des gens. Aujourd'hui, on voit déjà les difficultés qu'ont des physiciens à rentrer dans le code, à faire des modifications, à comprendre le parallélisme. Aujourd'hui, même si on a masqué beaucoup de choses, bah, il faut quand même pas faire n'importe quoi sur la synchronisation. Voilà, il y a quand même des petites choses auxquelles il faut faire attention. Si on pouvait se passer des pragmas qui doivent gérer de la synchronisation sur GPU, de la mémoire sur GPU, ça serait beaucoup mieux, quoi, hein, clairement. Donc, non, non, moi, je fais pas du tout une croix sur Cocos ou sur d'autres frameworks qui pourraient, en fait, nous aider à rendre la perfo portable. Par contre, nous, on a un gros boulot à faire qui est extraire la physique du code pour la rendre quelque part langage agnostique. Mhm. Ok, merci beaucoup. Désolé d'avoir posé 2 fois la même question. Merci. Ah non, non, mais, Mais du coup, la réponse est enregistrée. et la réponse est différente en plus. Donc, Moi, je me demandais en termes de taille, parce que du coup, tu envoies un groupe de cellules sur le GPU, tu fais un kernel pour un groupe de cellules, mais vous arrivez à avoir des groupes assez gros pour que ça soit efficace quand même? donc là, typiquement, on a été obligé de monter, des fois, on est obligé de monter à 100 000 cellules pour un groupe, pour tirer en fait de la perfo, pour masquer en fait le surcoût en fait de toutes les autres synchros. Donc, c'est beaucoup. Et ça nous oblige à... Nous, on se servait de ce partitionnement pour plein de choses, notamment pour du préconditionnement de résolution matricielle, enfin de résolution de système linéaire. Bah ça, en fait, on peut plus le faire dès que nos groupes, en fait, ils deviennent assez gros. Donc, il faut passer certains algorithmes sur du partitionnement implicite au lieu d'explicite, etc. Donc, non, c'est hyper impactant, hein. Tout ce qui est aussi adaptation de maillage, ces algos-là aiment bien les petits blocs pour faire de l'interpolation, pour envoyer ces blocs sur un autre processeur, etc. Ça casse beaucoup de choses. Ouais, non, ça, c'est dur. Et je me demandais aussi, du coup, quand tu ouvres une nouvelle section, là, donc tu transfères les données sur le GPU, donc ça veut dire qu'il y a un transfert à chaque fois et, il n'est pas fait de manière asynchrone, le transfert. Du coup, tu attends. Non, alors, bien souvent, les données sont déjà là, parce que elles ont été mises à jour, en fait, à la fin de la boucle précédente ou des choses comme ça. Et ce qui fait que, pour l'instant, on voit pas trop le surcoût de l'envoi, en fait, vers le GPU. Et ce qu'on espère, c'est qu'avec les APU, cette chose-là disparaisse complètement. Donc on a plutôt les APU en tête, hein, à vrai dire. Euh, Si les APU deviennent dominants dans les années qui viennent. Les gens des. Ouais. Les gens d'AMD ont déjà dit qu'ils n'allaient pas faire de génération d'APU après celle qu'il y a actuellement. Voilà, c'est ça. Nvidia en fait pas et AMD a dit qu'ils en faisaient une génération qu'ils arrêtaient après. Donc, je pense que l'espace mémoire unique entre CPU et GPU, c'était un one shot et visiblement, ça, c'est quand même pas le futur, quoi. Nvidia dit pas tout à fait pareil. Ils ont l'air d'être bien lancés. Grace Hopper. Grace Hopper, c'est Ah, pas Ouais. un GPU, oui, oui, mais c'est ce qu'ils appellent module. Il y a un espace mémoire CPU, un espace mémoire GPU. On peut lire Mais l'espace mémoire, la mémoire de l'autre
côté, mais il y a bien deux mémoires différentes avec des coûts d'accès qui correspondent. Donc, c'est quand même Oui, mais tu peux les adresser, du point de vue logiciel, tu peux les adresser en fait de manière unique. Donc nous, ça simplifierait quand même beaucoup de choses. déjà avec l'espace Euh, mémoire unifié, en fait. Mais le surcoût est quand même beaucoup moins sur Grasshopper. C'est un peu ah ça. bah oui, oui. Ouais. En gros, les données, si on met toutes les données importantes en fait sur la partie GPU, le surcoût, on l'aura peut-être si on a besoin d'aller écrire ces données-là sur disque ou des choses comme ça, mais on pourra en fait travailler qu'avec les données côté GPU, donc c'est de la HBM, ça va vite. Donc comment dire, la solution NVIDIA, moi me paraît bonne en fait pour cette stratégie-là, hein. Et par rapport aux solutions qu'on a déjà depuis plusieurs années avec l'espace mémoire unifié, où effectivement, on peut mettre les données, les laisser rester, ni accéder en écriture à peu près que sur le GPU, et finalement y accéder seulement en lecture depuis le CPU pour des I/O, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un vrai gain avec ce nouveau matériel? Euh, je pourrais pas dire ça, j'ai pas assez d'éléments. Il faudrait poser la question. Peut-être qu'un Gabriel Staffelbach, par exemple, un collègue qui a pas mal regardé ça, pourrait en parler, mais moi j'ai pas les éléments. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu disais avant qui est critique, c'est bah non, on ne fait pas le transfert. Les données, elles étaient déjà sur le GPU parce que l'itération précédente, la dernière fois qu'on les a modifiées, c'était déjà sur le GPU et on arrive à rester sur le GPU. Et ce que tu dis, quoi, les transferts, c'est pour les I/O, c'est pour ce genre de choses, mais c'est pas pour le calcul. Ou alors, il faut avoir Bah un ouais. I/O qui le fait automatiquement. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé de mirorer en fait la mémoire GPU et CPU pour que quand on en a besoin, par exemple sur CPU pour aller l'écrire sur disque ou autre chose, ou par exemple pour l'adaptation de maillage qui n'est que sur CPU, on est obligé de faire cette gymnastique, ce mirroring. Et la mémoire unifiée, même si elle est que logicielle, elle nous permettrait au moins de masquer du point de vue coding, de pouvoir masquer en fait tout ce mirroring. Ça serait quand même pas mal, hein. Ça enlèverait pas mal de choses, nous, au niveau code, hein. Et du coup, ça, c'est déjà disponible. Non, en CUDA, c'est Le... disponible. Ouais. Ouais, on peut En CUDA, mais pas en OpenACC, hein. bah, Ah oui, alors, pas sûr. Si, OpenACC, si tu compiles avec les options pour activer la mémoire, l'espace mémoire unifié, effectivement, on appelle mémoire unifiée. Ouais, tu auras un seul espace mémoire et tu pourras accéder des deux côtés, quoi. Ça marche sur toutes les plateformes, ça? Peut-être, hein, là, j'ai pas suffisamment regardé, hein. En tout cas, c'est pas la solution qu'on a retenue pour l'instant. Bien. tu parlais d'adaptation de maillage, hein. Du coup, pour adapter le maillage, vous arrêtez tout, vous recalculez, et vous retransférez entre les GPU et vous redémarrez. Ouais, là, on n'a pas le choix, hein. Et c'est quel pourcentage du temps qui se retrouve utilisé pour ça? Alors aujourd'hui, sur GPU, on l'a quasiment pas fait, hein. Par contre, sur CPU, ça, je peux donner des éléments. Il arrive en fait qu'on passe la moitié du temps à faire de l'adaptation de maillage. Donc on perd un facteur 2 en termes de performance par rapport au code sans adaptation sur grille statique. Par contre, les gains quand on fait de l'adaptation, ils sont gigantesques parce qu'on met les cellules juste là où on en a besoin. Donc on préfère perdre ce facteur 2 sur les perfos en faisant de l'adaptation, mais derrière, sur la taille du maillage, on va gagner des facteurs 10, voire plus. Donc voilà, c'est la stratégie. Après, avec le GPU, le facteur 2 va être pire. C'est ça Le facteur 2 va être pire et ça fait peur aussi. Et pour l'instant, on n'a aucune librairie qui marche vraiment bien sur GPU, des librairies d'adaptation, pardon. Euh, il y a quelques librairies qui ont commencé à faire un peu de portage. Je crois que la librairie Refine, côté US, côté NASA, il me semble qu'ils ont une version qui tourne sur GPU, mais nous, c'est pas du tout ce qu'on utilise. Donc, on utilise une bibliothèque de l'INRIA qui s'appelle MMG.
Et pour l'instant, celle-ci, elle n'est pas sur GPU. Donc, on a, non, de ce côté-là, il y a aussi un petit problème. Oui, une remarque? Pas une question, mais par rapport aux résultats de ce workshop, je trouve ça super intéressant. Hmm. Et je trouve que la partie un peu cartographie des manières de programmer les GPU, c'est un truc assez intéressant. Ce serait super intéressant d'avoir un petit peu l'équivalent côté application pour après réussir à faire une matrice de, en fonction de mon application, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses propriétés, quel est le bon outil, qu'est-ce que je devrais utiliser pour programmer, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs outils. S'il y a plusieurs outils, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'ils proposent des choses différentes, ils ont des avantages différents. Et s'il pouvait y avoir un petit peu un truc comme ça qui sortait, peut-être pas de ces 2 jours de workshop, mais de Numpex, je pense que ça serait vraiment un retour utile, quoi. Bonne idée, ouais.